Simplement, moi, je vais très rapidement vous, peut-être avant de parler complètement de balises, retracer en quelques photographies 3 secteurs dont on a un petit peu parlé, mais juste pour vous essayer de vous représenter ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc on n'est pas dans la fiction, c'est le secteur médical, l'administration publique et les métiers de la formation. Donc le secteur médical, aujourd'hui, on est témoin véritablement d'une montée en puissance de l'IA dans ce secteur de la santé par l'apprentissage automatique sur les questions de l'aide au diagnostic, on en a parlé un petit peu, la découverte de nouveaux médicaments, les prédictions des maladies, mais aussi tout ce qui va être lié à la détection des symptômes et de l'imagerie médicale dans les grandes lignes. Donc cette IA, elle a un gros potentiel de prédiction des risques, ça c'est sûr, et puis aussi dans la télémédecine, par exemple, effectivement, pour renseigner un patient directement via son smartphone, par exemple. On a parlé des rapports d'État qui sont aussi dans votre dossier. On a mis une bibliographie derrière le programme pour que vous puissiez avoir des références, effectivement, si vous les souhaitez. Donc, on a parlé du rapport de Cédric Villani en 2018 qui s'appelle « Donner un sens à l'IA » et qui pose effectivement le secteur de la santé comme une priorité. Et puis, il y a un autre rapport qui était important aussi, c'est celui d'Agnès Buzyn en 2018 aussi, sur Ma Santé 2022, et qui insiste effectivement sur ce virage numérique et sur la nécessité de prendre ce virage numérique, et qui présente d'ailleurs la création d'un Health Data Hub, c'est-à-dire un guichet unique qui libéralise les données d'accès à la santé. Donc, le champ est déjà ouvert, déjà en place, et on a du mal aujourd'hui à envisager un peu ce que vont être les impacts, notamment dans le milieu de la santé, je reste là-dessus, mais on pourrait imaginer ceci dans le secteur médical en général. La montée de la reconnaissance automatique de la parole, vous savez, quand on la prise de notes des médecins qu'on a tous vus, avec aussi la remise à jour des dossiers, les agents virtuels qui vont pouvoir mener des interrogatoires simplistes avant les rendez-vous des médecins. La génération automatique de textes, c'est que l'IA peut mettre à jour des dossiers médicaux en rapport avec des analyses précédentes. Une aide à la décision aussi qui va permettre de croiser effectivement des regards, notamment par exemple, ou croiser des données sur des allergies, des régimes alimentaires, etc., des posologies. Et puis, en dernier lieu, l'interprétation et la lecture d'images et de comptes rendus, donc qui vont être utiles pour détecter, par exemple, des pathologies sur des patients. Dans l'hôpital, de manière un peu plus précise, on est sur l'optimisation aussi de certains postes. Vous savez, les postes d'accueil, où finalement le patient va arriver, va être détecté, par exemple, avec un QR code, et puis il va naviguer tout seul à l'intérieur de l'hôpital. Le soulagement, évidemment, on en a parlé, des tâches répétitives de certaines professions, des solutions de pointe en chirurgie, ça on en a parlé, et puis le fait de pallier aussi le désert médical dans certaines zones géographiques, évidemment. Voilà. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que les fonctions qui vont être touchées, par l'IA, notamment dans ces expertises dont je viens de parler, elles vont aussi impacter le paramédical et toutes les professions qui y sont liées. Par exemple, le radiologue, dans son travail, il va être impacté par l'IA, mais aussi, du coup, les manipulateurs radio, les infirmières, etc. C'est un peu en ça qu'on pense aussi à la question des impacts derrière, que ça va avoir un peu en ligne comme ça. La psychiatrie, dont on pensait que c'était un peu on allait dire un peu la dernière roue du carrosse, mais pas du tout. Cette psychiatrie aujourd'hui va pouvoir faire des évaluations cliniques en temps réel et prédire des événements comme des rechutes, 10 ans, 15 ans à l'avance. Des agents conversationnels aussi intelligents qui peuvent accompagner les psychothérapies et notamment des traitements en se référant à des bases de données internationales. Bref, on est en train d'aller vers une psychiatrie augmentée. Donc tout ça, ça renvoie, on en a parlé un petit peu, au mode d'interaction entre les médecins, les patients, les professionnels paramédicaux, évidemment. Et la question aussi de la sécurité des données, on en a parlé, c'est-à-dire quid des données médicales,
Ça peut bugger, il peut y avoir des hackers. Qui a le secret, qui a les données, qui fait quoi, qui est responsable juridiquement des erreurs médicales. Donc, il va falloir aussi réécrire les lois. On voit que tout ça a des conséquences importantes. Donc, maintenant, je passe au secteur sur la question de l'administration publique, dont on a un petit peu parlé. Mais quand j'ai présenté cette conférence à des patients qui étaient, eux, dans la fonction publique, ils m'ont dit bah, « Nous, c'est pas pour nous. Ça ne nous regarde pas, c'est pas du tout à voir avec notre métier. » Mais si, je voudrais quand même vous informer que ça fait déjà longtemps que l'IA a pris place dans les services publics, notamment depuis 2013, et que ça s'est accentué en 2018 avec le rapport Villani dont on a parlé. Et un des points de vigilance de l'État sur le sujet, c'est de voir un peu les gains qui vont pouvoir être faits, évidemment, avec l'IA apportée, et puis la réduction du nombre d'emplois et le redéploiement des agents. Donc, pour l'instant, les administrations sont effectivement un peu réticentes à cette solution, et on est en train de concentrer aujourd'hui l'action de l'IA dans l'administration publique sur le fait d'assister l'agent dans sa tâche, mais dans cette logique de réduction des coûts. Voilà, donc ça pose la question de la manière dont ça va recentrer le travail aussi sur les tâches à forte valeur ajoutée. L'administration publique a créé un campus numérique public interministériel qui a pour vocation de former aujourd'hui les agents de la fonction publique. Et il commence forcément maintenant par le haut des pyramides avec les directions centrales pour que ceux-ci comprennent les enjeux de l'intelligence artificielle et ensuite les fassent redescendre en termes de formation et d'acculturation sur les employés de la fonction publique. On a vu qu'il y avait certains programmes qui étaient déjà en route, et notamment en 2024, qui s'appelle France Service. Il y a déjà une 60aine de conseillers qui l'utilisent et qui le testent. Bon, pour l'instant, a priori, c'est pas révolutionnaire. Mais bon, on voit donc qu'il y a un gros potentiel et avec un retour à la réalité qui va plutôt, pour les agents de la fonction publique, se recentrer sur des petits assistants qui vont essayer de faire gagner du temps ou de l'efficacité, paraît-il, plutôt qu'automatiser toute une mission ou un poste d'agent public. Et évidemment, quand on parle d'administration publique, on parle aussi des enjeux de cybersécurité. Les enjeux, maintenant, rapidement, sur les métiers de la formation. Le premier effet, on va dire, qu'on voit de l'IA sur les métiers de la formation, c'est le côté pédagogique, c'est-à-dire que ça amène des solutions pédagogiques qui peuvent être extrêmement intéressantes, notamment pour faire des immersions ou créer des contextes narratifs qui soient plus intéressants que d'avoir quelqu'un devant soi qui raconte. Donc, par exemple, on va faire des escape games pour mettre les gens dans des univers un peu particuliers, etc. Donc, ça va permettre probablement, en tous les cas, de proposer des expériences d'apprentissage un peu plus motivantes. Pour autant, il y a un changement qui va être extrêmement important et qui est déjà en place, notamment dans l'éducation nationale, on le voit, c'est le changement de posture que ça va imposer aux formateurs ou aux enseignants qui ne vont plus être détenteurs exclusifs du savoir et qui vont être dans une posture tout à fait différente où la question, ça va être finalement, qu'est-ce que je peux apporter aux apprenants qu'ils ne trouveront pas dans un outil en ligne ou dans une intelligence artificielle. Donc, c'est une fonction complètement différente de l'enseignement qui va passer beaucoup plus par, effectivement, l'accompagnement et d'autres, en tous les cas, d'autres chemins d'apprentissage. Évidemment, ça va nous obliger aussi à repenser les méthodes d'évaluation, parce que du coup, il va falloir intégrer le fait que les apprenants sont en lien avec des IA, donc on ne va pas pouvoir évaluer de la même manière. L'ingénierie de la formation aussi va être impactée, bien sûr. L'ingénierie de la formation, pour vous, ça ne parle peut-être pas, mais ici, il y a des gens qui travaillent là-dedans, donc notamment sur la question des référentiels, de l'organisation des programmes de formation et des parcours, etc. Bref, chaque branche professionnelle, elle va devoir se re-questionner là, pour adapter cette nouvelle offre au terrain, aux enjeux économiques locaux,
Et puis aussi commencer à penser véritablement les nouveaux emplois, parce qu'aujourd'hui, on voit, enfin les études disent que 80-85% des emplois de demain n'existent pas encore. Donc là, il va y avoir une vraie accélération pour les métiers de la formation à envisager ce que vont être les métiers de demain. En quoi ça fait lien pour nous avec Balise, forcément? C'est que Balise, pour aller un petit peu plus loin, et c'est la raison pour laquelle on fait ces conférences, c'est que nous, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut rester en bonne santé physique et mentale tout au long de notre vie professionnelle, y compris en absorbant les transformations qui sont celles-ci, donc celles de l'IA, comme on a absorbé celles du numérique, etc. C'est la raison pour laquelle on a créé Balise, qui est donc une association localisée pour l'instant en Vendée. On expérimente ici. C'est un réseau pluridisciplinaire qui vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est proposer et accompagner les personnes qui sont en souffrance au travail, leur proposer un réseau qui soit efficace et formé. Donc ça, c'est vraiment notre action de terrain. Ensuite, c'est mener des actions de prévention, où on veut, pour qui on veut, et puis de sensibiliser les acteurs et les personnes à la question, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, de la souffrance au travail ou de la qualité de vie au travail. Bien sûr, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, on voit bien qu'il va y avoir quand même quelques impacts clairement sur la santé des gens. À partir du moment où on fait attention, ça ira mieux, mais l'idée, c'est de faire attention à ce que l'IA ne soit pas le GPS de notre libre arbitre. On l'a vu sur la question aussi du sens du travail. C'est-à-dire que l'élément qui fait basculer les personnes d'une situation de lutte au travail à une situation d'effondrement en burn-out, c'est la perte de sens. Essentiellement la perte de sens. C'est-à-dire qu'on peut tenir dans des situations difficiles, mais si en plus on ne sait pas pourquoi on est là, alors là, ça bascule clairement. Donc, cette question du sens, elle est extrêmement importante. On en a parlé peut-être un peu tout à l'heure avec la question de la créativité ou du choix, du libre choix, etc. Et puis le sens, il est aussi pour l'entreprise. Quel intérêt une entreprise pourrait bien avoir à laisser partir ses bons éléments en burn-out, c'est-à-dire les perdre, très clairement. Sachant qu'en plus, ça génère des problématiques de climat social, d'organisation, et c'est un coût qu'on a calculé entre 15 000 et 100 000 euros quand un salarié part en burn-out. Donc, on est plutôt... Et en même temps, tout ça, ça se fait généralement dans l'incompréhension la plus totale. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir ne savent pas au départ pourquoi concrètement ça s'est passé. Et puis, les entreprises ne le comprennent pas non plus. Souvent, on a « mais j'ai pas compris, il est parti ». Et ils sont bien tristes, mais c'est une réalité. Donc un effet aussi sur effectivement les carrières, on l'a vu, parce qu'on pourrait aussi se retrouver avec le risque d'avoir des has-been, des gens qui soient mis de côté bien avant l'âge présumé de la retraite, qui, je vous rappelle, recule. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans nos cabinets avec des gens qui sont dans des fins de carrière douloureuses, qui commencent à 50 ans. Et qui ressemblent plus à des dérapages mal contrôlés qu'à des sorties glorieuses qui pourraient permettre de s'épanouir par la suite. On en est loin. Et je voudrais juste rappeler aussi par là que l'identité et la culture d'appartenance métier et le rapport au travail, c'est structurant pour l'adulte en règle générale. C'est parce qu'à un moment donné, quand la personne va partir en burn-out, et c'est un peu aussi la spécificité de cette problématique-là, on me dit en quoi c'est spécifique, c'est que finalement, ça vient toucher notre colonne vertébrale, c'est un fracas identitaire quand la personne est en burn-out, c'est de ça dont on parle, parce que ça touche à la fois effectivement son équilibre personnel, mais aussi la question de la sécurité et de la famille, c'est-à-dire c'est l'équilibre financier de la famille, le rôle social, la place dans la société. Donc tout ce questionnement-là, il va être remis sur le tapis, comme quand on était sorti de nos études à 18 ans. C'est j'allais dire que c'est une problématique qui est beaucoup plus large que uniquement celle de ne pas être bien à ce moment-là. Je reviens plus précisément un petit peu sur Balise
pour dire que nos professionnels peuvent intervenir sur tous les aspects qui ont à voir avec le burn-out, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels du soin, de la santé effectivement, mais aussi des collaborateurs qui travaillent à l'orientation professionnelle, le bilan professionnel, et aussi sur la question du conseil juridique, c'est-à-dire tous les soucis qui peuvent arriver à un moment donné pour être conseillés au mieux. Voilà, nous vivons uniquement, et ça c'est important, de nos propres moyens, c'est-à-dire que l'on n'a aucun financement extérieur, ce qui nous rend libres et autonomes, certes, mais donc nous avons deux types d'adhérents. Les adhérents qui sont des particuliers, souvent des gens qui ont vécu une situation de burn-out, mais aussi des adhérents entreprises. Et ces adhérents entreprises, nous leur offrons une sorte de service externe, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est plus facile de parler de ce qui ne va pas au travail à des gens extérieurs qu'en interne, que ce soit pour les dirigeants ou pour les salariés. Et qu'on ait un service, nous, qui reste anonyme, nous restons anonymes et discrets, parce qu'on ne va pas se positionner comme un service RH. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, pour faire des retours chiffrés aux entreprises, pour leur dire, voilà, vous en avez 4 de votre entreprise qui est venue nous voir. Non, ça, c'est pas possible. On reste aussi dans cette discrétion qui permet aux personnes de s'assurer que rien ne sera remonté de l'autre côté. En revanche, dans les échanges que nous avons avec les personnes qui viennent nous voir, évidemment, nous, on fait un travail de médiation pour que le plus possible, les personnes puissent exprimer et au mieux leurs difficultés à leur employeur et que les solutions soient trouvées. Donc nous avons besoin des entreprises, je le dis là aujourd'hui, c'est important pour nous que vous adhériez, les entreprises, de manière très simple, soit en allant sur le site, soit en remplissant le papier qui est à l'intérieur du dossier, pour pouvoir faire en sorte que nous continuions à travailler sur ces sujets-là sur le territoire. Aujourd'hui, on est repéré par à peu près l'ensemble des médecins généralistes en Vendée. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, les personnes nous sont envoyées très tôt. C'est-à-dire que plus on voit les personnes tôt, plus elles sont en capacité de sortir rapidement de cette problématique-là. Donc, l'intérêt aussi de ce lien que l'on fait, nous, avec les employeurs, ce monde économique, c'est que si on pouvait encore plus tôt avoir ces capacités de détection, et on a des indicateurs, bien évidemment, hein, on peut les communiquer, et on est là pour ça aussi, on a des indicateurs qui, bien en amont, pourraient nous dire « Attention, cette personne-là, elle ne va pas bien ». Donc, plus c'est fait tôt, mieux c'est. Ça évite, évidemment, le drame. Je voulais juste aussi dire que le burn-out, c'est une problématique et une maladie qui est très complexe, mais qui peut être résumée avec une équation assez simple, qui est épuisement physique plus surmenage psychique dans une durée prolongée égale burn-out. Il y a toujours un moment où ça craque. C'est-à-dire que si c'est court, hein, on a besoin à un moment donné de mettre toute son énergie, tout va bien. Mais si cela est prolongé ou répétitif pour X raisons, et que le problème n'est pas réglé, c'est-à-dire qu'on l'a résolu par, effectivement, si je ne le vois pas, il n'existe pas, et bien là, d'une manière ou d'une autre, effectivement, la perte de sens, là, du coup, finit par arriver. C'est-à-dire on ne sait plus pourquoi on vient travailler. Je vais vous présenter très rapidement quelques chiffres, parce que je trouve que ça, c'est concret. Donc, extrêmement rapidement, vous n'y voyez rien parce que c'est trop petit, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Aujourd'hui, depuis 2021 que Balise existe, on a soigné 284 personnes. Ça augmente. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça augmente parce que le nombre de burn-out augmente, on ne peut pas faire des statistiques comme ça. C'est peut-être aussi parce qu'on est plus repéré. Donc, comme on est mieux repéré, la prévention se fait mieux. Donc, tout ça, ça nécessite d'être vu dans le temps. Pour Balise, pour le national, d'abord, le burn-out, il dure en moyenne entre 12 et 18 mois, voire 24 mois. Nous faisons des statistiques. Chez nous, Balise, la durée moyenne du parcours, elle est de 4 mois.
Est-ce que c'est parce que effectivement les gens sont bien accompagnés? Peut-être. Tout ça nécessiterait après d'être creusé. La moyenne d'âge, elle est 45 ans, avec une augmentation nette des burn-out pour les hommes et les femmes à cette période-là de la vie. 45 ans, c'est jeune. 38% ont entre 40 et 50 ans, c'est la classe d'âge les plus touchées. Et puis 35% ont plus de 50 ans. Donc ça nous fait quand même 73% des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. On note du coup une vraie rupture en milieu de vie professionnelle. Que se passe-t-il? Ce sont des vraies questions, là, dont on aurait besoin de parler. Aujourd'hui, il n'y a pas d'observatoire et de données claires sur la question du burn-out parce que ça n'est pas inscrit au tableau des maladies. Ça commence à venir maintenant avec la sécurité sociale qui la reconnaît, etc. Mais d'un point de vue des symptômes, etc., voilà, c'est encore pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'apporter un certain nombre de chiffres qui sont ceux-là. D'ici 5 ans, on en aura 1000, peut-être. Et dans ce cas-là, ça sera d'autant plus intéressant de pouvoir être un observatoire. Pour nous, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir partager ces données comme des ressources sur le territoire avec des acteurs qui en auraient besoin, bien évidemment. Ce burn-out, il n'est pas réservé du tout aux managers. On pourrait penser que c'est parce qu'ils sont managers, pas du tout, puisque 62% d'entre eux n'encadrent personne. Au sortir du burn-out, grosso modo, on a 3 évolutions majeures. 29% changent d'entreprise selon... Alors, 29% changent d'entreprise, vous voyez, c'est pas énorme. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens font un burn-out qu'ils s'en vont de leur entreprise. Et c'est ça qui est intéressant aussi à travailler, c'est comment on peut faire pour résoudre le problème, en fait, et ne pas les laisser partir. Et 26% restent dans leur entreprise ou dans leur structure. Alors, soit au même poste, soit à un autre poste. Ça peut être aussi une solution. Peut-être que le problème est à ce poste-là ou dans ces conditions-là. Et puis, 18% cherchent une situation de transition. Ça, je parle des gens qui vont à un moment donné créer une activité ou reprendre un mi-temps thérapeutique ou sur un autre mode d'aménagement du temps de travail. La liste des symptômes, pour en parler très rapidement, elle est très longue. On en avait parlé l'année dernière. Au démarrage, nous recevons les personnes en situation d'effondrement. Alors là, on parle d'insomnie, de nausées, de vertiges, de douleurs cervico-bracales, on voit bien que ça touche le corps, on en parlait, de perte de mémoire, alors les problématiques cognitives, perte de mémoire, difficulté de concentration, idées suicidaires. On va éviter d'aller jusque-là, parce que là déjà quand on est rendu aux idées suicidaires, c'est compliqué. Mais les gens le disent pas, hein, attention, hein, c'est voilà. Et ensuite, nous ce qu'on observe, c'est qu'au bilan, puisqu'on fait des bilans avec les personnes, ça se réduit très très nettement au sortir du processus, donc c'est quand même quelque chose qui peut effectivement bien progresser et guérir, même s'il reste une forme de fragilité à laquelle il va falloir faire attention à la reprise au travail. À la reprise à travail, on va garder peut-être plutôt des difficultés de concentration, une hyper-réactivité au stress, donc prenez soin des gens qui reviennent d'un burn-out, parce qu'ils sont un peu fragilisés, ça va passer, mais ça prend du temps, ou des céphalées, des choses comme ça. Voilà, donc juste pour alimenter ces données qui sont quand même d'abord des données statistiques, on en a plein d'autres, mais je ne vais pas du tout vous saouler avec ça tout de suite maintenant. Il y a quelque chose qui est quand même une réalité vivante et qui est beaucoup plus difficile à décrire, qui est le vécu et l'émotion qui est liée au burn-out. C'est... j'allais dire, la parole qu'on a laissée aussi aux patients qui ont vécu ça et qui vont témoigner à travers la petite présentation qu'on va vous faire maintenant, à travers la voix d'Olivier, des dessins de patients et aussi le texte que vous allez entendre, qui est le témoignage vivant, simplement, de quelqu'un qui vient de vivre un burn-out et qui nous l'a laissé. Happy Birthday. C'est aujourd'hui. Il y a 1 an, j'étais pareil, dans l'ignorance. Je suis rentré chez moi, enfin,
je crois. Pas un souvenir de la route. J'ai dû me poser dans le canapé, manger un truc à la hâte, échanger 2-3 bribes sur ce quotidien au boulot, et je suis allé me coucher. « 3h32. Les yeux se bloquent. Le cœur se serre. Le corps se raidit. Même le réveil ressemble à un compte à rebours. Je ne peux plus. Je ne peux plus expirer, j'ai ma voisine. Endormie mais à l'écoute. J'étouffe. Suffoque. Je me perds. Un dédale sans lumière. Le matin se pointe dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Je ne me suis jamais senti aussi épuisé. J'appelle mon médecin traitant. 30 secondes. Le médecin a déjà tranché. Pas besoin d'épiloguer. Il évite l'anglicisme. Il commence par me parler de surmenage, de déconnecté d'urgence, de bord du précipice. Les mots tombent au fond du panier. Je ramasserai plus tard. Vous savez, on appelle ça un burn-out. Enfin, peu importe. J'ai toujours été nul en anglais, mais le to burn, burns, burns, brûler, résonne. Je me croyais éteint. Je me retrouve en feu. Les mots de mon quotidien ne savaient pas le dire. Il faut prévenir. Je décroche mon téléphone. J'appelle mes 2 collègues les plus proches. Là, j'arrête. 15 jours, j'y arrive plus. Je feins la maîtrise. Culpabilité. Après avoir lu les éditos sur le mal du siècle, je tombe sur une association. J'envoie un mail. Une bénévole me rappelle. La voix de l'autre côté synthétise mes mots, me montre un chemin. Il y a une sortie. Le plus dur, c'est d'abord de dire stop à temps. Je me souviens de cette phrase. Ce 13 mars est arrivé à temps. 1 mois d'arrêt, puis 3. Je rappelle les copines et les copains. Ils apprennent où j'en suis. Me portent sans le savoir. Je reviens. Aujourd'hui, c'est mon birthday. Sauf que je sais. Sans veiller, tout peut s'enflammer. Sortir d'une maladie devenue habituelle mot valise. Ça arrive aux autres aussi. Même à ceux qui rient. Oui, j'ai fait un burn-out.